Nouvel invité, bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes dans la joie de partager ce plateau avec le professeur Gabriel Banza Malale, élu député, honorable député élu de Lubumbashi. Il a été également ancien conseiller de l'ancien président Joseph Kabila. Et nous sommes heureux de l'accueillir parmi nous. Bonjour professeur, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, nous allons d'emblée attaquer l'actualité qui touche Lubumbashi, où vous êtes élu député au Katanga, avec cette incursion, énième incursion, on peut dire, des Maï Maï et des Bakatakatanga. Quelle est la réaction de l'élu que vous êtes? Merci beaucoup. Je suis à Kinshasa présentement. Je venais d'être informé à partir de Lubumbashi. J'ai reçu des coups de téléphone quand les échauffourées ont commencé. La manière dont ça a évolué. Nous sommes à la fois élus, ce qui nous pousse d'abord d'exprimer tous nos sentiments de condoléances à toutes les familles éprouvées. Et deux, nous nous poussons à réfléchir. Pourquoi les Bakatakatanga? Pourquoi, entre guillemets, les soi-disant Maï Maï? Ce mouvement devient de plus en plus récurrent. Fort malheureusement, il laisse des séquelles malheureux dans la population. Nous sommes dans un état où les rébellions se sont constituées. Ce courant-là, il faut, en tant qu'intellectuels, chercheurs, c'est-à-dire professeurs d'université, nous devons réfléchir systématiquement pour trouver une réponse définitive à cette question. D'aucuns des Katangais, le grand Katanga dont je voudrais parler, sont les tchombéistes. Ils pensent à la sécession du Katanga, mythe ou réalité. À ce jour, depuis la mort de Tchombé, que nous regrettons, la sécession n'est jamais venue. Un autre courant, pendant ou vers la conférence nationale souveraine, on a vécu aussi une effervescence dans ce sens à la tête de Kyungu Wakumanza Gabriel. Le courant était que dans le sens de la fédération, que le Katanga devienne un État indépendant. Ça, c'est une évidence de la sociologie politique au Katanga. Mais maintenant, pourquoi le Katanga ne réussit toujours pas à être indépendant, comme d'aucuns l'ont présenté tel que je viens de le dire? C'est parce qu'il y a des réalités juridiques aussi que nous ignorons, des réalités stratégiques que nous ignorons. Ce qui fait que là où il y a l'indépendance du Katanga, c'est une chose, il y a aussi la nécessité de l'unité nationale. Et cette unité nationale doit être suffisamment prêchée de tout le règne de Mobutu. On n'a pas entendu ce courant parce que Mobutu a imposé un régime entre guillemets de dictature où Olinga Olingate Kozanakati a un père. Olinga Olingate, vous êtes congolais. Que vous soyez au Katanga, que vous soyez ailleurs ou même en dehors de ce pays, vous êtes zaïrois et membre de la nation congolaise. Et en ce temps-là, le Katanga a échoué à se rendre un État indépendant, comme nous venions de le vivre au Soudan. Mais ça reste gravé dans la mentalité du Katangais. Après les guerres que l'on a connues, les guerres tendant à balkaniser le Congo, lors de la transition, les guerres que Joseph Kabila a dû mater, l'on a compris une chose: tous les rebelles qui se sont tissés dans toutes les anciennes régions, 1 du Katanga, 2 des Grands Lacs africains, 3 et du Kivu, tous ces rebelles-là ont été intégrés dans les structures de l'État.
C'est ça l'avantage de l'administration de Joseph Kabila, que d'aucuns ignorent. Mais malheureusement, les rebelles qui ont montré leur tête. En parlant de Bakataratanga, vous parlez de entre autres, tous ces gens-là, il n'y a pas eu une tendance consistant à les intégrer dans l'administration, dans la police, dans l'armée et dans les services de sécurité notamment. Et même dans l'exercice des droits de souveraineté de l'État, je voudrais parler ici du gouvernement et parlement. Ceux du Katanga ont été totalement abandonnés. Je pense, ça c'est moi qui pense, parce que le Katanga, c'est un territoire d'origine de Joseph Kabila. En tant que président de la République, on ne peut plus s'occuper de ses frères pour les intégrer autant qu'on l'a fait de tous les autres rebelles que l'on a dû intégrer dans le 1+4. Je ne sais pas si je me fais comprendre là-dessus. On les a abandonnés. Pour les avoir abandonnés, l'État ne s'en est plus jamais occupé. Et aussi se rendre compte, ça c'est moi qui pense, que moi, rebelle, je parle de Gédéon, celui qui est maintenant la vedette du moment. Moi, rebelle, je m'appelle, je ne sais pas, maréchal ou général ou comment, autant que les autres généraux, colonels et autres qui étaient aussi dans la rébellion, ceux-ci ont été intégrés et dans la police, et dans l'armée, et dans l'administration publique de l'État. Mais ce qui n'a pas été fait pour ceux des rebelles ayant montré leur tête dans le Katanga. Donc c'est des frustrations. Je pense. Ici, il faudrait que l'on mène vraiment une étude systématique d'équité et de justice. Pourquoi on a abandonné ceux des rebelles du Katanga au lieu de les intégrer dans les services de l'État pour que les uns soient des généraux comme on en connaît. D'ailleurs, il y a des grands généraux aujourd'hui qui viennent des rébellions. Il y a des ministres qui viennent des rébellions. Il y a des administratifs qui viennent des rébellions que l'on a dû récupérer. Mais du Katanga, il n'y a pas un seul. Ce mouvement n'a pas concerné le Katanga. C'est pourquoi quand ils reviennent de temps en temps, il ne faut pas croire que le Katangais est dans la philosophie de la sécession. Le Katangais est plutôt en train de réclamer le vouloir être congolais, mais dans l'intégration selon qu'il en a été pour les autres. Moi, c'est ma philosophie, c'est ma manière de réfléchir autour de cette question. Il faut que ce que l'on a récupéré dans toutes les autres provinces pour s'être présentés comme des rebelles et que l'on a intégré dans la gestion de la chose publique, ce mouvement-là se fasse en même temps vis-à-vis des Gédéons et la suite. Vous verrez qu'on aura résolu définitivement cette question et on y mettra définitivement fin. Il faut éviter la politique des 2 poids 2 mesures, on a compris. Alors, lors de la dernière incursion, au mois d'avril dernier, vous étiez sorti pour condamner et surtout crier à la malgouvernance. Vous êtes même allé trop loin en disant qu'on n'est pas gouverné. Oui, moi je pense, nous avons besoin maintenant d'un nouveau credo, d'une nouvelle révolution. Après la révolution de Mobutu, aura été la révolution de l'AFDEL, aura été aussi la révolution pour la modernité. Chaque révolution a fait quelque chose. Parmi ce qui a été fait, il y a le bien et le mal. Supprimons le mal, prenons ce qui est positif. L'État sera ainsi construit sur des bases fiables, solides et stables. Des deux, on a maintenant besoin de la révolution de la bonne gouvernance. Et cette révolution de la bonne gouvernance, c'est un coup qui est dirigé contre ceux qui dirigent la chose publique, ceux qui exercent les droits de souveraineté de l'État du Congo, à tous les niveaux. Qu'est-ce qu'ils font dans l'exercice de leurs fonctions par rapport aux droits des citoyens, pas aux droits de la nation, pas aux droits de la famille, mais aux droits du citoyen, tel que vous êtes.
par rapport aux potentialités naturelles de notre État, est-ce que les conditions dans lesquelles vous vous trouvez aujourd'hui sont des conditions valables? Point d'interrogation. Ce sont les conditions, d'une part, que vous, du FCC, avez léguées à la population. Oui, je suis tenté de faire comprendre, je ne sais pas si on me comprendra, chacun de ceux qui sont... Après 18 ans de non, pouvoir, pas évidemment. après, il faut même parler après 60 ans. Il ne faut jamais croire que ceux à qui on donne le pouvoir pour exercer une portion de droit de souveraineté de notre État, ils viennent pour glaner, ils viennent pour danser. Tout ce qui est fait, il y a le bien et le mal. Prenons le bien, mettons-le à l'actif du futur. Nous parlons de Kasavubu. On ne le cite pas assez, c'est plus Lumumba. Nous citons Mobutu, nous citons Mouzé, nous citons Joseph Kabila. Mais il y a des priorités, il y a des préalables avant d'entamer des questions fondamentales. Je voudrais me limiter à celui aux côtés de qui moi je suis resté comme conseiller, c'est Joseph Kabila. Il ne pouvait pas sauter les grands problèmes, notamment, de la dette publique de 14 milliards, il a liquidé. 2, de réhabiliter le souverain primaire dans ses droits. Désormais, c'est lui le patron auprès de qui on vient solliciter la légitimité dont on a besoin pour exercer les fonctions politiques. Vous parlez des élections. Oui, je voudrais bien parler des élections en termes terre à terre. 3, nous avons connu un pays qui est exposé à la balkanisation. Et cette balkanisation n'est pas un rêve. Lisez les actes qui ont créé le Katanga. Dans leurs articles, notamment 10 et 6, je voudrais parler de la Fédération du Katanga et du Comité spécial du Katanga. On va vous dire que à partir du 12 mars 1990, paraissait la problématique de la liquidation du Congo. C'est ce que l'on va appeler, en termes actuels, de la balkanisation. Il en est autant des actes qui concernent les Grands Lacs ainsi que le Kivu. C'était prévu que le Congo devait être balkanisé pendant cette période allant du 12 mars 1990 au 31 décembre 2011. C'est ce que nous avons appelé couramment transition. Et vous allez vous rendre compte, toutes les puissances financières et industrielles qui eurent apporté leurs capitaux dans le Katanga, dans les Grands Lacs et dans le Kivu, ce sont ces puissances-là qui ont alimenté toutes les guerres qui continuent jusqu'à aujourd'hui à déstabiliser les frontières, la sécurité de notre pays dans les frontières de l'Est. Donc il y a un problème à quoi nous ne faisons pas attention. Joseph Kabila a dû repousser petit à petit jusqu'au-delà de nos frontières toutes les tentatives d'agression de notre pays. Mais pendant qu'on croit que cette affaire est d'actualité, mais moi j'ai lu le professeur Henri Léonard dans son ouvrage parlant du comité spécial du Katanga, déjà en 1927, je dis bien 1927, il démontrait les appétits des États voisins. En ce temps-là, c'était l'Allemagne, la France, l'Angleterre et le Portugal. Ils avaient leurs appétits pour récupérer les territoires que l'on avait annexés au Congo, de manière à rendre celui-ci comme la grande puissance géostratégique et géopolitique, non simplement de toute la région des Grands Lacs, c'est-à-dire au cœur de l'Afrique, mais aussi de toute l'Afrique, même de l'humanité. Donc, si on ne tient pas compte de tous les aspects juridiques qu'il y a dans ces crises, lesquels aspects juridiques se trouvent être consacrés dans les engagements internationaux qui relèvent de l'empire de l'acte général de Berlin de 1885,
Nous sommes en train de piétiner sans nous en rendre compte. Et à l'état actuel des choses, Joseph Kabila, après avoir conduit toute cette transition, il ne l'a pas fait seul. Hein. J'ai entendu beaucoup de gens qui disent non, on doit l'arrêter, on doit l'arrêter parce que la Cour pénale... Non, enfin, qu'on se le dise, il n'y a rien que Joseph Kabila est censé avoir fait sans être accompagné par le CIAT, c'est-à-dire le Comité international d'accompagnement de la transition. Donc vous comprenez, il n'y a rien qui est censé avoir fait sans avoir obtenu la participation de la MONUC, sans avoir obtenu la participation de la MONUSCO. Comme qui dirait, c'est un monsieur qui a su gérer et l'intérieur et l'extérieur et on a évolué. Mais il est difficile de manger une omelette sans casser les œufs. Il faut d'abord casser l'œuf, c'est alors que l'omelette peut venir. La paix à quoi nous accédons aujourd'hui, c'est une grande couronne, mais c'était un préalable. Nous voulons dire beaucoup de choses que lui a dû mettre en place. Et le bénéfice de la légitimité qu'il a obtenue à l'intérieur, c'est parce que c'est un monsieur qui a promis un grand programme, celui de la modernité du Congo. Et de l'autre côté... Et une modernité de façade. Ce n'est pas de façade, s'il vous plaît. Au moins, il faut le dire et il l'a fait. Et il l'a fait. Il faut vraiment être suffisamment aveugle pour ne pas voir ce que lui a fait dans ce pays. Ce sont des préalables. Un deuxième point, c'était quoi? C'était celui de poser les bases consistant à rendre le Congo un état d'affaires. Aujourd'hui, on est en train de spéculer beaucoup plus sur la nécessité de doter le Congo de l'avantage d'avoir des dettes à l'extérieur ou des aides. Nous ne sommes ni l'un ni l'autre. Le Congo ne doit pas vivre des aides, le Congo ne doit pas vivre des crédits. Le Congo a des potentialités naturelles extravagantes. Mais pour les mettre en place et les transformer en argent liquide, il faut transformer, il faut avoir la technologie, il faut avoir la science, il faut avoir les finances, mais qui n'existent pas au Congo, qui n'existent pas en Afrique, mais qui sont des propriétés privées des puissances financières et industrielles. D'où, quand il a dirigé le Congo, jusqu'au moment où il a abandonné son fauteuil, c'était pour demander à celui qui succédait à son autorité, maintenant, de mettre en place un état de droit. Parce que c'est lui, Joseph Kabila, sous son empire, dans la constitution de 2006, quand vous lisez le préambule déjà, on vous le dit. Il faut un état de droit. Messieurs Tshisekedi, vous, avec qui je suis en train de procéder à la remise et reprise, voilà ce que vous devez faire, c'est de mettre en place un état de droit. Mais il faut définir l'état de droit, c'est quoi? On va revenir là-dessus. Oui, je peux te dire... une seconde juste. 2, il faut créer une nation puissante politiquement, fondée sur une démocratie. 1, démocratie politique, démocratie économique, démocratie sociale et démocratie culturelle. Tous ces concepts que je viens de citer ne font l'objet d'aucune préoccupation, ni dans les salons politiques, encore moins dans les salons scientifiques. D'où on n'a pas doté le chef de l'État de la matrice de sa vision politique. Il est plein de beaucoup de rêves pour ce Congo, ce qui est positif, et il en faut. Mais malheureusement, ceux qui sont autour de lui ne lui donnent pas la définition de l'état de droit. On croit que l'état de droit, c'est d'arrêter Kamere. C'est un bon échantillon. Mais quelque part, c'est un complexe. L'état de droit, il faut demander à ceux qui ont créé l'état de droit. Ce sont les Allemands qui veulent que l'on puisse parler de l'État par rapport à ses droits et à ses obligations. Depuis sa conception, sa constitution, jusqu'à l'état actuel des choses. Cette étude n'est pas encore faite ici chez nous. Mais le chef de l'État a de grands rêves. Ne demandez pas au chef de l'État d'être quoi d'autre. Ne demandez pas d'être musicien, ne demandez pas d'être maçon, ne demandez pas... Parce que tous ces gens-là attendent de lui quelque chose. Mais c'est son entourage, son cabinet qui doit être
ponctuelle par rapport aux besoins de la population, par rapport aux grandes lignes que cette population est en train de tracer en tant que besoin. Alors, on va parler de la gouvernance et le forum qui vient de s'achever à Kinshasa, pour lequel vous avez fait le déplacement du Katanga, du Haut-Katanga pour la capitale. Le forum sur la performance dans la gouvernance de la nation. Je vous laisse faire le commentaire sur cette belle initiative de hackage et de la coordination pour le changement de mentalité appuyée par l'Agence de prévention de lutte contre la corruption. D'abord, je salue positivement tout ce qui a été fait jusqu'à la fin. Il ne faut pas avoir une attitude téméraire de croire qu'on peut être meilleur que quiconque. Non, ce qui a été fait mérite le soutien de tous. Mais j'ai quelques observations à apporter. Avant de faire ces observations, je soutiens que le chef de l'État, parce qu'on dit que c'était la présidence de la République qui a parrainé l'activité. Le chef de l'État, encore plus, il démontre qu'il veut savoir, par le temps qui court, quels sont les besoins de l'État et comment y répondre. Mais il faut que la question, telle qu'elle se présente dans mes oreilles, dans ma conscience, que ça se présente aussi dans le chef de quiconque a participé. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas? Nous sommes parmi, nous avons assisté à des grands exposés qui démontrent que depuis 60 à aujourd'hui, il n'y a rien qui ait été fait. Ça, c'est une calamité dans la logique de raisonnement. Pourquoi une calamité? Il est impossible de résoudre un problème qui n'est pas une urgence. On ne peut répondre qu'aux problèmes qui sont une priorité. Et tout ce qui a été traité de 60 jusqu'à aujourd'hui, ce sont des priorités. Mais parce que ce sont des priorités, mais il y a aussi d'autres priorités qui se présentent aujourd'hui. Ce n'est pas parce que vous présentez ces priorités-là et vous voulez les traiter comme on parle aujourd'hui de la gouvernance, de la performance. On peut croire que tout ce qui a été fait est vain. Mais vous risquez de détruire... Cela a été peut-être fait sans performance. Oui, c'est relatif. S'il en est ainsi, les États-Unis n'auraient jamais été construits. Parce que c'est le républicain qui vient, il apporte sa pierre. Quand il est remplacé par un démocrate, celui-ci aussi apporte sa pierre. J'aime l'expression savante du professeur Évariste Bochab, qui parle de la sédimentation. Donc, chacun apporte quelque chose. Il ne faut pas croire que l'on est meilleur que celui que nous avons et qui nous a précédés. Il faut dire que nous venons pour faire quelque chose. Mais il faut savoir c'est quoi. Au jour d'aujourd'hui, depuis le 31 décembre, moi je me promène, je tiens des grandes conférences, à la fois dans des grands pays comme le Japon, Angleterre, Allemagne, partout, je suis en train de me promener. Mais le souci des uns et des autres, c'est de chercher à inviter le Congolais à être d'abord une nation puissante. Pas des querelles d'ordre politique qui sont à caractère byzantin. Il faut être une nation. C'est ici que je critique souvent la faculté des sciences sociales, politiques et administratives, et même de la criminologie, qui ne nous aide pas à trouver le dénominateur commun qui doit être le socle de la nation congolaise. Mais on importe des théories d'ailleurs, notamment de France, Belgique, qui n'ont pas les mêmes réalités ici chez nous, et on veut les appliquer, ça ne va pas. C'est en quoi le maréchal Mobutu avait raison de parler de l'authenticité du Congo. Cette authenticité, nous l'avons, mais nous ne sommes pas capables à la présenter. Dans ce que nous sommes, en termes de pléiades d'ethnie, de pléiades de tribus, il y a une racine verticale, une racine qui est commune, qui fait que chacun de nous puisse s'identifier au Congo. Mais ce travail n'est pas encore fait jusqu'à aujourd'hui. Or, ceux qui veulent venir avec leurs capitaux,
sur le plan financier, industriel, même sur le plan technologique, sur le plan individuel ou personnel, ces gens-là, ils veulent qu'un cadre juridique qui mette tout le monde d'accord vienne et s'impose. Et déjà, nous avons vu, Papa Tshisekedi, par exemple, après avoir signé l'accord global inclusif, il n'a pas accepté de prêter serment, même quand celui-ci était appelé serment des simulacres. Mais il a prêté serment sur la Bible pour dire que cette constitution ne lui était pas opposable. Mais dès lors que cette constitution ne lui était pas opposable, vous avez même vu son fils, il a tendance à violer cette constitution parce qu'il pense que dans la constitution, il n'y a pas les bases juridiques qui puissent lui permettre d'aller de l'avant. Donc vous comprenez, d'où il faut la violer. On ne viole pas une constitution de manière voulue par un individu. Il faut que ça soit le résultat du comportement d'une société. Et dans les cas actuels des choses, il faut que la 4e République vienne pour que l'on ait une nouvelle constitution. Tant que cette 4e République n'est pas encore venue, encore que si elle doit venir, elle doit se poser sur un état de droit avéré, défini comme tel, une nation puissante, et que la démocratie s'impose systématiquement, on se rend compte que les bases que Joseph Kabila a laissées, sur lesquelles devait se fonder l'effort du président actuel, en tout cas, ça ne constitue pas une grande préoccupation. Ça me surprend tout de même parce que vous êtes en coalition. On n'arrive finalement pas à comprendre ce qui se passe. FCC Cash sont en coalition. Vous devez, en principe, vous donner la main pour essayer d'avancer. Mais on assiste pratiquement à ces pugilats tous les jours. Qu'est-ce qui se passe? Non. La coalition aurait dû avoir sa valeur à partir de la base. Mais c'est une affaire des deux personnes. Donc vous donnez raison à ceux qui pensent à ce mariage hors du commun, un mariage qui n'est pas naturel. Oui, c'est tout à fait normal, ce n'est qu'une coalition. Si ça devient mariage, c'est la volonté des hommes. Là où l'un, je parle ici de Fachi, l'autre, je parle ici de Joseph Kabila, ils se sont entendus pour faire. C'est un empire à eux, mais ils ont des collaborateurs. Est-ce qu'ils ont déjà réussi à ingurgiter la substance de leur vision au niveau de la base? Je pense que non. Il y a encore un vide. C'est ainsi que vous voyez, les gens de l'UDPS, ils viennent avec leur tard. Les tares de la sociologie politique, une sociologie politique qui est compatible avec la violence. On l'a vécu pendant toute la période depuis 1980, même pendant la période de la conférence nationale, l'UDPS était identifiable à la violence. Mais l'UDPS vient déjà de se muer comme un serpent en cache, c'est-à-dire dans la nouvelle philosophie de Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est différent de ceux qui aujourd'hui ils se disent non, IDPS tel. Mais aujourd'hui, nous pensons que dans la multitude des IDPS, il y a une IDPS qui rencontre Joseph Kabila. Quelque part aussi, Joseph Kabila c'est quoi? Joseph Kabila c'est le fruit de l'AFDEL. L'AFDEL qui a fait aussi son cursus jusqu'à devenir aujourd'hui FCC. Donc une nouvelle figure de AFDEL, ça s'appelle FCC. Donc dépouiller des tares que l'on peut mettre à l'actif de chaque mouvement, je parle ici de l'UDPS et je parle de l'autre côté de AFDEL. Mais maintenant, la question que vous posez, elle est très importante dans la mesure où tous sont de la même famille, sur le plan idéologique. Soit ils comprennent, soit ils ne comprennent pas. Soit ils se comprennent, soit ils ne se comprennent pas. Auquel cas, la science a besoin d'éclairer les uns et les autres. Qu'est-ce que je veux dire? Socio-démocrate, Union pour la démocratie et le progrès social. Ce sont des démocrates sociaux, les démocrates sociaux.
De la même manière, AFDEL, nous voyons aussi, ce sont des démocrates sociaux. Mais vous êtes de la même famille. Ce que je suis en train de voir, à ma manière de considérer les choses, l'un est né, je parle ici de l'UDPS. L'autre est cadet. L'aîné a fait son histoire. Il dit, c'est moi qui mérite. Et c'est moi qui ai commencé. Au regard de toutes les luttes. Oui, mais que voulez-vous? Qui se mettait dans ce pays ici en face de Mobutu pour lui dire non? C'est l'UDPS, non? Les 13 parlementaires. Mais ils ont évolué. Malheureusement, leur combat sur le plan de l'approche a été accompagné d'une violence qui est incompatible avec la démarche de la pire démocratie. C'est un parti non violent, ça me surprend. Oui, non, c'est ce qui est dit. Oui. Mais si nous voyons les pillages que nous avons rencontrés pendant les années 90, c'est le fait de l'UDPS, ce n'est pas le fait de AFDEL. Encore moins du impère, c'est l'UDPS avec son discours très fort. La population croyait en ça. Donc vous comprenez, malheureusement, ça a été jugé par ceux qui jugent à l'extérieur, surtout les puissances, que non, la démocratie là, elle n'est pas encore là. C'est alors que l'on va réveiller un cadavre qui était déjà oublié. Si je parle ici de Laurent Désiré Kabila, qui était déjà oublié de tout le monde, même de son père, même de sa mère. Il revient à la tête des mouvements que l'on appelle AFDEL. Et le souci, c'est quoi? C'est Alliance des forces pour la démocratie. Toujours. Mais là, on a utilisé aussi la Kachnikov. Hein? On a utilisé la cartouche. Ça a tué. Mais si on doit entrer avec ces deux courants dans le sens de servir le citoyen congolais, mais le citoyen congolais, autant il aura été paupérisé par Mobutu, autant il aura été paupérisé par l'UDPS traditionnel, autant il aura été paupérisé par l'AFDEL traditionnel, le citoyen congolais ne retrouvera pas sa part. C'est pourquoi l'examen de toutes ces questions-là ont donné lieu au préambule de la Constitution de 2006. Il faut une démocratie, pas militaire, pas violente, une démocratie, politique. Pour ceux qui veulent aller au pouvoir, il faut consulter le souverain primaire. 2, économique. On n'en connaît pas jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui viennent avec leurs capitaux, comment est-ce que nous allons les gérer? Comment est-ce que nous allons assurer leur gestion? C'est compliqué. Social, par rapport à la société elle-même. Nous sommes quoi? Nous sommes une nation puissante. Mais une puissance qui est diluée dans les divisions. C'est pourquoi moi je n'aime pas le concept de peuple applicable par rapport à nous le Congo, parce que chacun est peuple en rapport avec son identification liée à ses origines ethniques et tribales. Quand on parle de la nation, nous montons au-dessus et nous devenons un en abandonnant ce qui nous divise. Cette démarche n'est pas encore faite aujourd'hui. On se précipite pour faire du travail dans le fond alors qu'il y a des examens et des études à faire préalablement. Et ces études à faire, ce n'est pas dans un forum comme celui-là. Le forum a eu l'avantage de comprendre qu'il y a déjà une question. Et là, je dis chapeau haut à Félix Antoine Tshisekedi, qui comprend qu'il y a un besoin. Mais ce besoin-là ne peut pas être défini par n'importe qui, pas dans n'importe quel cadre. Il ne faut pas tribaliser, il ne faut pas politiser un cadre comme celui-là. L'université a déjà de la maturité. Mettez ces questions-là au cœur de l'université. Il y a eu des professeurs d'université. Ne vous en faites pas. À un haut niveau? Oui, à un haut niveau, merci beaucoup. Je voudrais vous dire que le Congo, c'est un État scientifique. C'est un État génial. C'est un État savant. Tout le travail, de sa conception, c'est la conférence des géographes, 3 jours. La conférence elle-même de Berlin, 103 jours, pour constituer le Congo. De 2, comment mettre en place un système administratif qui puisse être compatible avec sa nature juridique. 7 mois et 13 jours à Bruxelles, du 18 novembre 1889 au 2 juillet 1890. Mais quand on a commencé à fonctionner, on s'est rendu compte
que la politique coloniale belge, c'est un pouvoir. Il y avait aussi un autre pouvoir qui n'était pas politique, assumé par le comité spécial du Katanga, le comité national du Kivu notamment. Et c'est ça. Et il y a aussi d'autres pouvoirs que l'on donne aux chefs coutumiers. Mais ici, qu'est-ce que nous faisons? C'est de l'amalgame. Moi, je pense, l'effort du chef de l'État mérite d'être soutenu et tous comme un seul homme, nous devons être ensemble. Leur volonté, lui, Joseph Kabila, quand ils se mettent ensemble pour parler de la coalition, cette coalition n'est pas vaine. Il faut lui donner le sens objectif. Mais ça exige des grandes études. Qu'on ne se trompe pas. Si, aujourd'hui, la coalition échouait faut-il envisager en 2023... Faut-il envisager le divorce? Non, moi je ne suis pas dans le divorce ou le mariage. Je suis dans le cadre de la coalition. D'une manière ou d'une autre, mathématiquement, si pas juridiquement, l'échec de ce régime sera endossé par tout le monde. Mais il y en a qui pensent plutôt à la cohabitation ou à la coalition. Je m'en fous. Moi, je m'en tiens au terme. Je suis juriste et je sais ce que ça représente. Des politiciens, il faut suivre à la fois et leur dissoudre le Parlement. Oui, je m'en fous. Mais je trouve qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas ce qu'ils sont en train de chercher. Oui, cherchez ce que vous voulez, mais ici, nous en tenons au terme que les deux là, les deux grandes stars, un, Tshisekedi, Tshilombo, Antoine Félix d'un côté, et deux, Joseph Kabila Kabang, là où il parle de la coalition, ce sont des gens qui nous donnent et la farine, et le poisson, et l'huile, et le sel, et le brasero et autres. Il nous appartient à nous qui collaborons avec eux de passer à la cuisine pour donner la recette dont on a besoin. Il ne faut pas leur demander que l'on puisse, qu'on puisse les voir porter les tabliers pour préparer. Non. C'est ici que les collaborateurs de l'un et de l'autre sont une chose, tandis qu'eux-mêmes sont la chose fondamentale. Il faut savoir que la cacophonie que nous vivons, moi je n'ai jamais vu Joseph Kabila et Antoine Tshisekedi, ils retroussent les manches pour se donner des coups. Mais à tout moment qu'on montre quand ils se sont rencontrés, bien sûr on ne suit pas le contenu, quand ils se rencontrent, c'est dans le sourire. C'est dans le sourire. Quand ils se séparent, c'est dans le sourire. Et alors d'où vient la controverse? C'est des ignorants qui pensent être attachés à l'un et à l'autre. Et nous, en tant que scientifiques, nous pensons que nous devons beaucoup examiner la chose pour éviter qu'en 2023, l'échec de cette mandature ne soit opposé et au FCC et à Cash. Pourquoi je le dis? Parce qu'à la porte, il y a la Mouka et il y a aussi Ensemble qui viendront avec un discours fondé sur nos échecs. La population suivra. On risque de vivre une alternance pacifique du genre de ceux que l'on a appelés les sociodémocrates entre Joseph Kabila et Antoine Félix Tshilombo. On risque de voir cette fois-ci Antoine Félix Tshilombo passer le tablier à quelqu'un d'autre tout en pleurant avec les larmes aux yeux. Pas simplement lui, tout le Cash va pleurer et tout le FCC va pleurer. Mais que les gens soient grands. Mais la démocratie va triompher si jamais demain on passe un témoin à quelqu'un d'autre. De toute façon, mais comment c'est ça là? C'est le Congo qui gagne. Oui, mais c'est le Congo qui gagne. Mais une chose, vous êtes de la même famille politique. L'idéologie de base, c'est la démocratie sociale. Et quand on exerce le pouvoir, j'ai compris. Mais quand on exerce le pouvoir, on n'a pas besoin de les laisser partir. On voudrait les conserver le plus longtemps possible. Et moi, je suis très rigoureux contre le président de la République par rapport à sa gestion. Pourquoi? Parce que ce qu'il est en train de faire, il ne fait pas pour lui. Il le fait d'abord pour moi. Moi qui? Moi, son frère. Moi qui? Moi, son ami. Moi qui? Moi, membre de cette coalition. Et à ce titre, je voudrais que dans mes critiques, il puisse trouver les aspects positifs qui vont lui permettre de réussir. Donc vous êtes autrement en train de dire qu'il le fait pour vous, pour préparer 2023. Et s'il revenait, le retour s'il revenait, parce que vous en parlez tellement trop maintenant, le retour. Oui, j'ai peur. Le retour de Joseph Kabila en 2023. Non, j'ai peur. Non, comme ils sont en coalition, le retour de Joseph Kabila est hypothétique. Et déjà qu'il faut attendre que... Non, j'ai dit ceci.
le retour de Joseph Kabila est hypothétique, comme le retour de lui-même est hypothétique aussi. Ces deux hypothèses vont rencontrer une présentation quand ils vont se mettre ensemble. Que disent leurs accords? Est-ce qu'il peut continuer? S'il continue, c'est à Maigret. Et que pense la Constitution? Pardon? On va opposer cela aussi à la Constitution, parce qu'il y en a qui pensent qu'en 2023, Kabila ne peut pas se représenter. Non, ça, ce sont des juristes, des juristes en culotte. Le vouloir de Joseph Kabila se représenter, c'est un principe de droit que l'on ne peut pas lui refuser. Il est sénateur à vie, c'est ce que vous voulez dire. En tant que sénateur à vie, il ne peut pas refuser les nouvelles fonctions qu'on peut lui donner. Dans le cas d'espèce, c'est que lui peut faire. S'il veut postuler le droit et les libertés fondamentaux de l'homme, ça c'est une déclaration universelle. Ça lui reconnaît la prérogative d'aller postuler. Mais il ne peut pas postuler, nous avons déjà la jurisprudence ici chez nous, il ne peut pas postuler tout en gardant son titre. Il doit d'abord démissionner. Il postule, et s'il perd, il rentre dans sa tenue. C'est ça l'avantage de ce titre-là. On ne veut pas voir le président de notre pays en train de mener une vie de clochard. Non. Même Antoine Félix Tshilombo, sous son règne, même si la loi a changé, il ne sera plus jamais un citoyen de droit commun jusqu'à sa mort. C'est pourquoi on parle à vie. Cette loi, même si elle est modifiée, mais lui aura déjà obtenu le bénéfice des droits acquis. Ces droits-là ne changeront plus jamais. Donc, ce qui résonne de manière à croire que cette loi mettait fin à la liberté d'expression de Joseph Kabila, il se trompe. C'est comme si vous optiez pour une autre nationalité. Vous optez pour la nationalité belge alors que vous êtes naturellement un Congolais. Mais vous pouvez renoncer à votre nouvelle nationalité. On ne vous chassera pas. On ne refusera pas de vous retourner dans vos droits traditionnels. Donc c'est un peu là, le droit est vaste à ce niveau. Et je crois qu'il y a des gens qui parlent beaucoup de droit sans être des passages à la faculté de droit. On vous fait confiance, maître, parce que vous êtes aussi avocat. Alors on assiste au regain de haine tribale ces derniers jours, exacerbé par certains politiciens, évidemment en manque d'arguments. Toutes les conversations tournent autour de telle ou de prise de pouvoir par-ci, autre tribu par-là. Alors, cela est accompagné d'actes de violence qui influencés par cette idéologie ethnique, enregistrée à Kinshasa et au Haut-Katanga, dans votre province. Alors, comment lutter contre ce phénomène, maître? Merci beaucoup. C'est aussi un cas social, hein, ou sociopolitique qui mérite d'être examiné systématiquement. L'État n'est pas là simplement pour permettre aux députés, au président de la République, aux ministres, aux PDG, aux ADG et autres de vivre. L'État est là d'abord pour l'individu, le citoyen congolais. Qu'il soit extropié, qu'il soit aveugle et autres, l'État doit s'en occuper. Moi, j'ai grandi à Kalemi, et où il y a un hôpital général laissé par les Blancs, et cet hôpital général reçoit tous les malades qui sont inacceptables dans la société. Vous êtes lépreux, il y a un isolement pour vous. Vous avez, comme la Covid ici, vous avez un isolement là-bas. Vous êtes aveugle, vous avez un isolement là-bas. Et l'État s'en occupait. Aujourd'hui, cet isolement, je crois que s'est transformé, même à un dépôt, on commence à déposer la marchandise. L'État n'est pas là pour les hommes d'abord. Il est là d'abord pour l'homme qui a ses droits et ses libertés fondamentaux à devoir respecter. Mais ceux à qui vous faites allusion par rapport aux guerres, aux conflits à caractère tribal, mais c'est parce que l'activité économique est détruite. C'est l'État qui devait donner à chacun son travail. Vous êtes licencié, comptez le nombre
d'ici là, on va commencer à procéder à décollation des grades. Hein. Comptez le nombre de jeunes gens qui sont diplômés, licenciés, gradués et qui ne sont pas en fonction, qui n'ont pas une charge professionnelle quelconque. Vous vous imaginez, c'est dû à quoi? C'est parce qu'il n'y a plus que la vie politique qui fonctionne. Mais il fallait activer l'action économique, comme dans le Katanga, par rapport aux mines, par rapport au transport, ce n'est pas le transport de Wewa qui viennent d'ailleurs même d'endommager mes véhicules, par rapport au social, par rapport au culturel. En ce moment-là, ceux qui se trouvaient ensemble dans un même service. Moi, j'ai grandi, je vous ai dit que je suis un garçon de Kalemi. C'est maintenant que je me rends compte qu'au numéro tel, c'était des Kassaïens. Au numéro tel, c'était des gens de Kindu. Nous étions tous du quartier Kabalo. Et on faisait des fêtes, des booms, comme on le disait, ensemble. Mais c'est parce que chaque maison était attachée à son employeur. Et l'employeur donnait le minimum vital et à papa, et à maman, et aux enfants, et même à la maison. Aujourd'hui, ça a disparu. Mais dès lors que ça a disparu, qu'est-ce que vous voulez? C'est écrit dans la Bible. Il est venu à un temps où la crise a surabondé. Les mamans ont commencé à signer des pactes. Aujourd'hui, nous mangeons ton enfant. Le jour suivant, ce sera l'enfant de l'autre. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Si on n'a pas encore commencé à les mettre dans les assiettes pour les manger, on va y arriver. D'où, à partir de maintenant, on a besoin du nouveau partenariat pour réhabiliter le système économique que l'on a détruit à la veille de l'indépendance. Pour que chacun soit attaché à son État. À la fois politique, c'est l'État de nous tous, et apolitique, c'est-à-dire mon employeur. Et à l'État traditionnel, c'est-à-dire c'est mon village. Si mon village ou mon autorité culturelle ou traditionnelle ou ma culture était importante, on n'allait pas me coloniser. On n'allait pas me traiter comme un esclave. Mais c'est parce que l'État traditionnel est tellement traditionnel qu'il ne peut rien donner qu'il faut aller à la vie politique, à l'État politique, à l'État-nation. Lui-même aussi a beaucoup de besoins qui ne sait pas réussir parce que si on demandait l'argent de tous les Congolais ici, cet argent ne suffira pas pour répondre aux besoins de la paix, de la sécurité et du développement de notre État. D'où il faut entrer maintenant en partenariat. C'est ça la raison de l'intelligence d'un État de droit, d'une nation puissante, fondée réellement sur des valeurs de la démocratie politique, économique, sociale et culturelle. C'est ça le travail que Joseph Kabila a légué à celui qui allait succéder à lui. Donc si on ne pénètre pas ces choses, on croit que ce monsieur-là est venu pour danser alors qu'il faisait le travail de fond, pour baliser le terrain en faveur de celui qui allait venir. Mais parce qu'on ne tient pas attention à ça, voilà, il n'y a rien qui est fait depuis 60 à aujourd'hui. Vous dites que c'est depuis 60, il n'y a rien qui est fait, mais Mobutu a soutenu l'État en cette période de croisement de deux conflits entre le bloc Est et le bloc Ouest. Les capitalistes d'un côté et les communistes de l'autre côté. Mobutu a soutenu notre pays, il a traversé la rivière. Vous dites qu'il n'a rien fait. Même s'il y a du mal, il y a du négatif, c'est parmi les aspects subsidiaires. Si ce n'était pas Joseph Kabila, ce pays était balkanisé. Vous vous imaginez, le pays est balkanisé, nos voisins récupèrent chacun son territoire, ça devient compliqué. Il faut lire les actes juridiques qui ont fixé les fondations, enfin les limites de notre frontière. C'est ce que les gens ne savent pas. Hein. Et le professeur Henri Léonard, à qui je faisais allusion, déjà en 1927, il avait dit que nos voisins brûlent de soif pour récupérer les territoires qu'ils avaient annexés à nous, c'est-à-dire à notre territoire, à nous. Mais dès lors que telle est une évidence qui date d'antan, mais que Joseph Kabila arrive à y faire échec, et vous allez croire qu'il n'a jamais rien fait. Non, soyons élégants et modestes. Merci beaucoup, professeur. Merci d'avoir accepté d'échanger avec nous. Nous allons vous donner la parole pour un dernier mot à adresser à tous ceux qui nous ont suivis. Évidemment,
Un mot particulier à vos électeurs, du Haut-Katanga, j'allais dire. Non, je pense que nous parlons pour l'instant science et nous nous adressons à tout le monde. Je ne suis pas ce genre de politicien qui fait de l'apoplexie. Même en termes de la campagne électorale, moi je ne l'ai pas faite. Je suis arrivé le lundi à Lubumbashi et le vendredi de la même semaine, c'était la fin de la campagne. Mais j'ai une base que j'entretiens, c'est ceux qui ont le cerveau et qui sont disposés à me suivre. Même quand je parle, ils prennent note pour que nous puissions nous retrouver avec eux. Ce pays, c'est mon pays, ce n'est pas ton pays. Il faut aussi que tu dises, ce pays, c'est ton pays. Donc chacun, là où il est, qu'il dise, c'est mon pays. Et tous ensemble, nous devons défendre notre pays. Permettons aux chefs de l'État, surtout ceux de la coalition, avoir une abnégation dans les actes qu'ils posent pour gérer avec l'esprit d'abnégation, l'esprit responsable, la charge qu'on lui a donnée. Ce n'est pas sa charge à lui, c'est ma charge. Moi qui, je me suis déjà présenté, moi son frère, moi son ami, moi citoyen congolais et moi FCC, moi membre de la coalition. Donc aidons-le au lieu de l'induire en erreur. Je vois des gens qui viennent, même la fois passée, j'ai eu à interpréter le comportement des individus, de nature à s'identifier à la personne du chef de l'État comme si on l'aidait. Ça ne lui donnera pas grand-chose. Ce dont lui a besoin, c'est le résultat par rapport à l'assignation qu'on lui a donnée. Et moi, je vais le coter en 2023. C'est en ce moment-là que l'on va dire non, nous renouvelons son mandat ou on le confie à quelqu'un d'autre. Voilà. Merci à vous de nous avoir regardés avec beaucoup de bonheur. Comme il a dit lui-même, au fait, on a un peu plus parlé aussi science, question de rapprocher les points de vue des uns et des autres. Mais on va retenir de cet entretien qu'il faut parfois savoir retenir le bon et le bonifier, et essayer d'atténuer le côté où ça fait mal. Question d'avancer ensemble en restant tous unis, parce que notre pays en a besoin. On se retrouve très bientôt pour un nouvel invité. Merci de nous avoir regardés avec beaucoup de bonheur.